Denis de Crouzat, que j'invite à nous rejoindre, qui nous parlera de son mémoire en histoire de l'art, dirigé par le professeur Dave Luty, intitulé « Être et paraître dans ces meubles, de l'art de vivre de leurs excellences de Berne au XVIIIe siècle, l'exemple de la maison de Gingin », un sujet qui a vu le jour dans le prolongement d'un séminaire de recherche mené au château de la Sarraz. Monsieur de Crouzat a travaillé parallèlement à ses études au musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, ainsi qu'au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Il a été engagé, après ses études qu'il a achevées l'année passée, en qualité de collaborateur scientifique au musée d'art et d'histoire de Fribourg. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur le mobilier fribourgeois du XVIIIe siècle. Il va vraiment nous expliquer ce qui l'intéresse dans ce sujet, parce que la maison de Gingin pourrait nous conduire à devenir zinzin a priori, mais donc je me réjouis de savoir ce qui l'a passionné là-dedans, et donc je vais le laisser nous raconter comment, finalement, une armoire ou une commode a pu susciter une telle passion chez un historien. Alors, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers parents, chers diplômés, un mémoire en histoire de l'art portant sur les biens mobiliers d'une famille patricienne vivant dans la Berne des Lumières peut surprendre. En effet, l'historiographie de l'art, fondée sur la littérature d'ascendance vasarienne, a longtemps développé une pensée distinctive entre beaux-arts et art décoratif, reléguant ce dernier domaine de production au rang d'art mineur en raison d'un processus de fabrication assimilé à un geste mécanique vil. Aujourd'hui encore, et depuis que la philosophie l'a érigé en théorie, l'usage utilitaire et la possession intéressée, auxquels sont destinés les objets domestiques, demeurent des critères qui éloignent, semble-t-il, du champ esthétique réservé à la contemplation gratuite. La position autonome que les objets du décor ont traditionnellement tenue dans le domaine académique a favorisé une lecture resserrée sur leur qualité formelle et stylistique, privilégiant les trésors et les chefs-d'œuvre. Cette approche marque le souhait discutable de considérer uniquement les artefacts d'exception, de les observer pour eux-mêmes, sans tenir compte des données sociales et culturelles notamment. Au nom de cet idéal stylistique, l'historiographie a construit l'image d'un mobilier suisse prétendument simple et sobre, en marge du bon goût et des modes européennes, une image, somme toute, assez éloignée de l'actuel Swiss Made. Aussi, le problème est-il posé. Pourquoi étudier des objets qui semblent a priori secondaires ? Comment penser en tant qu'historien de l'art le mobilier suisse d'Ancien Régime, ou plutôt, qu'en dire ? Bref, à quoi un tel travail peut-il servir ? Voilà les questions auxquelles je vais tâcher d'apporter quelques éléments de réponse dans cette présentation. Revenons d'abord sur les circonstances et les enjeux qui ont présidé à l'élaboration de mon sujet de mémoire. Mon étude a vu le jour dans le cadre du séminaire de recherche que le professeur Dave Luty a dirigé entre 2012 et 2016 au château de la Sarraz. Trouvant ses origines au Moyen-Âge, cette antique forteresse a appartenu à la noble famille de Gingin, cette noble maison, du XVIe au XXe siècle et abrite encore de nos jours le riche patrimoine mobilier, incluant meubles, peintures, argenteries, porcelaines et armes notamment. Ces collections sont vraiment très riches. Ce sont des ultimes traces d'un mode de vie révolu et elles constituent, à l'échelle suisse, l'un des rares témoignages d'importance, des goûts et de l'esthétique d'un lignage aristocratique de l'Ancien Régime. Participer au séminaire de recherche m'a ainsi donné l'opportunité d'inventorier un patrimoine unique, de me familiariser en particulier avec ces meubles bernois du XVIIIe siècle, de les examiner dans tous leurs détails, d'examiner vraiment précisément tous les composants. Certaines phonographies, bien que mises en scène, en témoignent. Vous voyez que Dave Luty est un acteur majeur de cette cérémonie. Et l'intérêt grandissant donc, que je portais à ces objets mobiliers m'a incité à en faire mon sujet de mémoire. Choix qui se justifie autant par la richesse des ressources matérielles disponibles que par des exigences documentaires et méthodologiques. Grâce à l'important fonds conservé aux archives cantonales vaudoises, l'étude du patrimoine mobilier des Gingins a pu prendre une tournure singulière. Plusieurs livres de comptabilité ont permis de réunir, pour une partie des objets de la Sarraz, toutes sortes d'informations rarement accessibles, comme la date et la valeur d'achat, la provenance commanditaire et parfois les circonstances des acquisitions.
Prenons le cas de ce portrait en terre cuite, sculpté par Valentin Sonnenschein, figurant Wolfgang Charles de Gingin, assis sur un siège finement sculpté, coiffé de la Bérus, ce fameux couvre-chef réservé aux honorables sénateurs de la République de Berne. Quel sens donner à cette œuvre ? On pourrait l'interpréter comme un portrait d'apparat, celui d'un aristocrate fier de son rang et soucieux de matérialiser son rang, sa dignité, dans une forme artistique plus ou moins idéalisée. Les archives nous fournissent cependant des renseignements qui tendent à nuancer cette analyse. On y découvre que Wolfgang Charles a commandé ce portrait en 1787 pour l'offrir à son fils Antoine Charles, alors âgé de 20 ans. Si elle s'apparente à une œuvre publique censée marquer les esprits, cette sculpture semble en fait avoir été conçue comme un cadeau sentimental. Autre exemple, cette pendule luxueuse, formée d'une caisse en bois violonné, recouverte d'une marqueterie en métal sur fond d'écaille et richement ornée de bronze doré et ciselé, vous distinguez notamment au sommet de la composition un amour ailé avec Carquois qui a perdu son arc et sa flèche autrefois dans ses mains. Comme pour le cas du portrait en terre cuite, l'étude des sources s'est avérée fort instructive. On sait désormais que l'atelier de Matthäus Funk a livré cette pendule en juin 1739 à Victor de Gingin. Et parallèlement à cet aspect qui a trait à la commande, les documents nous permettent de reconstituer la trajectoire de l'objet. L'inventaire après décès de Victor de Gingin, dressé en 1776, mentionne dans la chambre de parade de son hôtel-ci à la Kreuzgasse à Berne eine eingelegte Pendule oben mit einem Engel orniert. À l'origine, la pendule se trouvait donc dans la ville séringienne et c'est au début du XIXe siècle qu'elle a été transférée de l'hôtel bernois au château de La Sarraz, que les derniers descendants de Victor ont alors aménagé en mémorial dynastique. Pris dans leur ensemble, les renseignements tirés des archives forment plus qu'une simple liste de données ou d'anecdotes. Elles lèvent le voile sur une société hiérarchisée et très sensible aux apparences, où les biens mobiliers se trouvent au cœur des rapports de l'individu à la famille, au groupe. Ainsi, au-delà de l'étude de cas, l'objectif de mon travail était de conduire une réflexion sur le statut des objets mobiliers, sans présupposer ni de leur qualité esthétique, ni de leur valeur économique. L'un des points forts de ma démarche est d'avoir contourné l'idée de mobilier dans sa matérialité, pourtant décrite et documentée, pour me concentrer sur les critères sociaux et culturels qui ont déterminé ses fonctions au fil des siècles. Si les notions qui ressortent de mon mémoire, c'est celle de la mobilité. Les objets du décor, on l'a vu, ne sont pas statiques, ni dans leur emplacement, ni dans leur signification. Établir leur histoire revient par conséquent à mettre en évidence leur caractère mouvant, tant sur le plan matériel qu'idéal. Tout bien meuble possède en effet de multiples dimensions qui transcendent sa simple fonctionnalité. Il peut être matérialité investie par l'homme d'une intention signifiante, témoin de rapports sociaux, moyen de différenciation sociale et de distinction, support de la présentation de soi ou encore outil de création de culture et d'identité. Son étude est alors celle d'une culture matérielle qui, variable dans le temps et dans l'espace, comme tout phénomène social, demande à être examinée d'un point de vue historique. Vous l'aurez compris, beaucoup reste encore à être écrit sur l'histoire du mobilier. Là n'est pourtant pas le constat sur lequel je souhaiterais conclure. En préparant ma présentation, je me suis replongé dans mes archives photographiques. Celles-ci permettent de donner à voir les facettes plurielles d'un travail de mémoire. Il s'agit avant tout d'un exercice exigeant lors duquel on soumet un objet d'étude à un examen critique et détaillé. Le mémoire est également une expérience formatrice. Cette remarque s'adresse tout spécialement à vous, chers parents. Rassurez-vous, le mémoire est utile et peut-être même professionnalisant, comme l'a déjà souligné notre estimé doyen, dont mon cas, il m'a permis d'acquérir des compétences analytiques et rédactionnelles que je mets actuellement au service d'une institution muséale en qualité de collaborateur scientifique. Et j'aimerais aussi rappeler ici que le mémoire génère de nombreux échanges humains, vous le voyez bien, des moments parfois drôles,
et improbables. En définitive, j'espère, chers diplômés, que vous prendrez autant de plaisir que moi à accomplir le mémoire qui vous appelle dans les semestres à venir. Je vous remercie.